At Strayer University, we help students like you go from, is it possible? To anything is possible by offering access to up to 10 no-cost gen ed courses, so you can reach your goals affordably and fast. Visit strayer.edu to learn more. No-cost gen eds provided by Strayer University affiliate Sophia. Eligibility rules apply. Connect with us for details. Strayer University is certified to operate in Virginia by Chev and has many campuses, including at 2121 15th Street North in Arlington, Virginia. Meet the most capable CR-V Honda has ever dreamed of. The all-new CR-V Trail Sport Hybrid. With all-terrain tires and available enhanced traction control, it's built for wherever the day takes you. Heated front seats and a heated steering wheel, ideal for winter drives and crisp early starts. And with generous cargo space, it's ready for big gear and even bigger getaways. The CR-V Trail Sport Hybrid. Learn more at honda.com/CRV. Salut à toutes, salut à tous. 9e étape du Tour de France. Et aujourd'hui, c'est un peu un copier-coller de celle d'hier. C'est tout plat, ça arrive à Châteauroux. À Châteauroux, c'est toujours un sprinter qui s'impose. Aujourd'hui, il n'y a même pas le moindre point de la montagne. Hier, ils avaient été chercher une petite côte de 900 mètres pour donner un point. Aujourd'hui, il n'y a même pas ça. Le seul point d'intérêt, c'est le sprint intermédiaire qui aura lieu cette fois-ci très rapidement, au bout de 22 km. Et alors, est-ce qu'après, avant ce sprint intermédiaire, vous pouvez oublier toute échappée. Est-ce qu'il y aura une échappée qui sortira ensuite ? Sachant qu'il y a des petits passages un petit peu pentus, pas répertoriés, mais c'est un peu pentu, ça pourrait peut-être permettre à une échappée de sortir, mais il faudrait être très très courageux parce que les potentialités d'aller au bout sont quasi nulles. C'est un sprint, c'est un duel Milan-Merlier encore qu'on attend. Enfin, hier, on n'a pas eu le duel Milan-Merlier parce que Merlier a crevé dans le final et n'avait plus de force pour disputer le sprint. Ils sont nombreux les sprinteurs à ne pas avoir gagné. Il y a des coureurs qu'on voit très peu, Groenewegen notamment très décevant, Girmay en difficulté. Et puis on attend toujours les Français, Paul Penouet, malchanceux. Sur ces sprints, à chaque fois, il y a eu 2 sprints. Le premier, il a chuté et là, il a crevé à 10 km de l'arrivée. Est-ce qu'il pourra enfin le disputer aujourd'hui ? Et puis attention au vent aujourd'hui. Il y a peut-être du vent un petit peu plus fort et un petit peu plus de côté dans le final qui pourrait peut-être créer des bordures. Ça devrait rendre la course peut-être un petit peu plus nerveuse qu'hier, malgré tout. C'est plutôt une journée sieste qui est proposée au public du Tour de France. C'est étonnant qu'ils aient mis ces 2 étapes de sprint sans grande difficulté. Le week-end, le jour où le plus de monde est devant leur télé. Mais parfois, on n'a pas le choix pour les organisateurs. Et attention toujours dans ces étapes qui s'annoncent plus tranquilles aux chutes. Il y en a encore eu hier, moins grave que lors de la 3e étape. Mais on peut tout perdre sur une étape comme ça, il faut toujours être vigilant. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. 174 km aujourd'hui et il y a quelqu'un qui a attaqué là dès le kilomètre 0. Alors, on s'y attendait pas forcément. Un coureur de l'Alpecin de Koninck, suivi par Mathieu Van Der Poel aussi qui y va. Ah bah alors là, on s'y attendait pas et le peloton qui réagit pas. 2 coureurs de l'Alpecin qui sont sortis, dont l'un qui est Mathieu Van Der Poel. Alors Mathieu Van Der Poel qui était rincé de ses efforts là lors des 2 dernières étapes, il a retrouvé du jus a priori hier, il s'est bien ressourcé parce que là il part à l'avant. C'est étonnant parce qu'ils ont quand même Caden Groves dans leur équipe qui a fait 3e hier. Est-ce que c'est pour le sprint intermédiaire, pour le maillot vert ? Mathieu Van Der Poel a-t-il décidé finalement de se mêler à cette lutte ? Mais le peloton qui n'a pas réagi, qui a laissé partir Mathieu Van Der Poel et c'est Jonas Rickart, le Belge, qui est là avec Van Der Poel. 2 coureurs de l'Alpecin de Koninck qui sont sortis. Peloton qui se dit peut-être que c'est un coup de bluff et qui ne réagit pas. Attaque dès le kilomètre 0 pour Rickart et Van Der Poel. Ça, c'était prémédité. On ne sait pas encore quel est le plan, mais il y a un plan. Allez, ça y est, la Lidl Trek qui se met quand même à rouler parce que ils sont vraiment partis les 2 autres. Jonas Rickart et Mathieu Van Der Poel ont 2 minutes d'avance. 2 minutes d'avance sur le peloton. On a une vraie échappée avec ces 2 coureurs. Est-ce qu'ils continueront leur effort après le sprint intermédiaire ? C'est pas sûr du tout. Mais en tout cas, ils ont surpris là. La Lidl Trek n'a pas voulu poursuivre trop tôt, perdre des efforts là, à faire un départ trop rapide. Et les 2 premières places du sprint déjà seront pour ces 2 coureurs de l'Alpecin. On se battra dans le peloton probablement. Donc pour la 3e place, on est à 165 km de l'arrivée, on est parti depuis une dizaine de kilomètres. Et Mathieu Van Der Poel est à l'avant en compagnie de Jonas Rickart. Et Mathieu Van Der Poel est de nouveau le maillot jaune virtuel de ce Tour de France. Ça aussi, c'était pas une information qu'on pensait entendre lors de cette petite étape de plaine. 150 km de l'arrivée et on arrive à ce sprint intermédiaire. Jonas Rickart qui mène Mathieu Van Der Poel. Et les 2 hommes qui ont 3 minutes 40 d'avance sur le peloton. Ils ont quand même, c'était juste pour faire le sprint intermédiaire, ils ont quand même pris beaucoup d'avance.
On va voir s'ils vont se relever ou s'ils vont s'amuser à poursuivre leur effort, ce qui serait quand même étonnant parce que malgré tout, ça paraît perdu d'avance. Allez, Jonas Rekart qui laisse tranquillement Mathieu Van Der Poel passer en tête. C'est clair, Mathieu Van Der Poel va faire de ce maillot vert un objectif. Maintenant, on va voir deux choses. Le sprint du peloton pour voir qui va passer en 3e position et prendre 15 points. Pour l'instant, c'est quasiment Jonathan Milan qui à chaque fois a remporté tous les sprints intermédiaires depuis le début de ce Tour de France. Et puis on va voir si Van Der Poel et Jonas Rekart se relèvent ou non, ou s'ils ont décidé de mener un petit peu la vie dure au peloton. Un peloton où on voit étonnamment la Visma Lease the Bike placée aux avant-postes. On est méfiant du côté de la Visma Lease the Bike qui a peur d'un coup de bordure. On a 5 coureurs de la Visma derrière le coureur de la Lidl Trek qui mène le peloton. Il me semble que c'est Edward Tuns. Et derrière, donc 5 coureurs de la Visma avec notamment Jonas Vingegaard. On ne veut pas se faire surprendre par une petite bordure. Et là, on voit Van Der Poel et Rekart qui n'ont pas l'air de vraiment se relever. Ils semblent poursuivre leur effort. Ils ont 3 minutes 40 d'avance. Et ils vont peut-être continuer leur session à l'avant là. Le peloton qui arrive à son tour au sprint intermédiaire. Quinn Simmons qui mène. Jonathan Milan en 3e position avec Girmay dans sa roue. Tim Merlier dans la roue de Girmay, suivi par Turgis et Coquard. On retrouve un petit peu toujours les 5 mêmes. Et c'est parti pour Jonathan Milan qui déclenche. Et Anthony Turgis qui va un peu le contester, mais qui va encore passer en tête. Milan trop fort devant Merlier et Girmay. Turgis 4e comme d'habitude. Derrière les 3 cadors. Mais il les fait tous les sprints Anthony Turgis. Et voilà, lui, les étapes de moyenne montagne, il peut passer si jamais il prend des points sur les sprints intermédiaires quand il n'y aura plus les sprinteurs. La régularité, ça peut payer pour la lutte du maillot vert pour Anthony Turgis. Mais c'est encore Milan qui passe en tête. Et après ce sprint-là, il n'y a pas de coureur qui tente de partir en contre pour rejoindre les 2 hommes de devant. Il faut dire qu'ils sont déjà loin devant, donc compliqué de les rattraper. Et ça va être du boulot pour aller les chercher. Alors que, attention, il y a eu une petite chute dans le peloton. Ah oui, des coureurs de l'Uno-X de la Cofidis. On a Samuel Watson. On a des coureurs de la Picnic Post-NL aussi. Allez, ça a l'air quand même de repartir un petit peu pour tout le monde. On a Yann Izaguirre qui met du temps à repartir. On a Tim Naberman pour la Picnic Post-NL avec un équipier. Allez, tout le monde est debout. C'est peut-être Izaguirre qui a l'air de plus se plaindre. Il a mal à l'épaule, Yann Izaguirre. C'est Pavel Bittner pour la Picnic Post-NL qui est aussi tombé. Allez, protocole commotion pour Yann Izaguirre. Et il y a Soren Veretschkoll aussi pour l'Uno-X qui est tombé et qui n'est pas encore reparti. Mais ça va repartir pour Izaguirre. Il n'y a plus que Verenskold qui n'est pas encore reparti. Alors que je vous disais que ça allait être un gros match pour aller chercher Van Der Poel et Jøkkaert parce que ça y est, ils ont passé la barre des 5 minutes d'avance. 5 minutes d'avance pour un coureur comme Mathieu Van Der Poel, c'est pas rien. À 131 km de l'arrivée. Et si en plus il y a des chutes qui désorganisent un petit peu tout, ça s'est passé au moment d'une zone de ravitaillement. Ces zones de ravitaillement où il y a tout le monde qui donne des sacoches et tout, c'est trop dangereux. Faut y arrêter ça. C'est pas possible. Il y a tellement de chutes dans ces endroits parce que ça ralentit, ça fait des écarts pour aller chercher les bidons. Et là, Verenskold, il est reparti, mais il est limite en pleurs. Il a le coude un petit peu ensanglanté. Il a dû se faire mal, mais il est reparti, Verenskold. En tout cas, ça sera une journée plus animée que prévu avec ce coup que nous a fait Mathieu Van Der Poel là. On pensait que c'était un petit coup de bluff et qu'il allait juste chercher les petits points. Et puis au final, ils ont dû se rendre compte en passant ce sprint intermédiaire qu'ils avaient quasiment 4 minutes d'avance et que ça valait peut-être coup de continuer. D'autant plus que l'Intermarché Venti qu'on a vu beaucoup travailler hier, aujourd'hui ne s'en mêle pas de la poursuite parce qu'ils ont vu que Girmay ne pouvait pas rivaliser avec Milan, donc ça ne servait à rien de travailler. Et la Lidl Trek, ils ont beaucoup travaillé hier, il faut qu'ils retravaillent aujourd'hui et chercher un Van Der Poel qui a 5 minutes d'avance, c'est pas facile. Et Mathieu Van Der Poel qui est désormais largement leader du classement général, puisqu'il avait seulement 1 minute 29 de retard sur Tadej Pogačar. Désormais, il a leader avec plus de 3 minutes 30 sur Pogačar. Il pourrait se passer quelque chose d'un petit peu fou aujourd'hui. 100 km de l'arrivée, et pour la première fois, les échappés qui commencent un petit peu à perdre du temps, l'écart qui est resté longtemps stabilisé autour de 5 minutes 30, mais il y a toujours beaucoup. Il y a 5 minutes 10, ils ont perdu 20 secondes là, dans les 10 derniers kilomètres. Pourquoi ? Parce que les Lidl Trek ont enfin trouvé des alliés. On a vu Quinn Simmons un petit peu zigzaguer dans le peloton pour discuter à droite à gauche, essayer de motiver des gens, de leur dire écoutez, nous, si on n'est que la Lidl Trek à travailler, on les rattrapera jamais, et votre sprinter aura aucune chance de gagner, même si Milan est le favori. On ne sait jamais, si vous voulez avoir une chance de gagner, il faut au moins les rattraper. Ça a convaincu l'Uno-X. Malgré la chute de Verenskold, ils ont encore Freidheim comme sprinter. Et donc l'Uno-X est venu porter main forte là à la Lidl Trek et depuis l'écart qui diminue un petit peu. On a vu aussi une chute, un coureur qui est tombé tout seul, Georg Zimmermann pour l'Intermarché Venti qui est décidément pas verni. Après Louis Barré,
Après Jonas Ruch, c'est Zimmermann là, qui est tombé tout seul, qui s'est fait très mal et qui est à l'arrière du peloton, enfin qui n'est pas encore rentré dans le peloton. À l'arrière du peloton, on voit les cassés, hein. Santiago Buitrago, Joao Almeida, Yann Izagirre, tous ceux qui sont tombés aujourd'hui ou dans les jours précédents qui s'accrochent parce que le rythme est terrible. On est à 48 km/h de moyenne depuis le début de cette étape et ça ne va pas diminuer, ça va faire que s'accélérer parce que si on veut rattraper le numéro qui est Van Der Poel, faut y aller. Et il est accompagné de Jonas Rickaert. Alors on va s'intéresser un peu à Jonas Rickaert. 31 ans, le Belge, qui a commencé sa carrière du côté de la Top Sport Vlaanderen baloise, une équipe belge, avant de rejoindre la division Pro Tour avec l'Alpecin Phoenix en 2020, qui est ensuite devenu l'Alpenic de Koenig et niveau World Tour. Il a donc passé toute sa carrière dans ces équipes belges. 31 ans, une seule victoire, le Dwarsdor et Hageland, une course, une classique belge qu'il a remportée en 2020. C'est la seule victoire de sa carrière, c'est un pur équipier. Hein. C'est un pur équipier. Jonas Rickaert, son boulot, c'est d'aider les autres. C'est la 4e fois qu'il participe au Tour de France. Il n'a fait aucun top 10 sur une étape, parce qu'il est là pour travailler pour les autres, pour son sprinter en général d'ailleurs, puisque l'Alpecin, c'est toujours une équipe de sprinters, jamais de classement général. Il n'a jamais fait le Giro ni la Vuelta, et puis sur les monuments. Il en a fait 10, mais 5 fois Paris-Roubaix, 5 fois le Tour des Flandres, et aucun des 3 autres. Et là, pareil, jamais de résultat. 45e sur Paris-Roubaix en 2021 comme meilleur résultat. C'est un coureur qui se sacrifie pour les autres. Il a rarement sa chance et aujourd'hui, il est fort probable qu'il n'ait pas encore sa chance. Hein. Il va travailler au maximum et probablement à un moment lancer Mathieu Van Der Poel qui est en train de finir en solitaire, à moins qu'il se sente dans la forme de sa vie. S'ils arrivent à 2, que le peloton ne les rattrape jamais, par contre, on peut supposer que Mathieu Van Der Poel laisserait Jonas Rickaert remporter la plus belle victoire de sa carrière, ce qui ne serait d'ailleurs que la 2e, puisqu'il n'a gagné qu'une seule fois. C'est un équipier, Jonas Rickaert. Il est rarement dans les échappées, il a plutôt tendance à travailler pour les rattraper, et aujourd'hui il est à l'avant avec son leader, Mathieu Van Der Poel. Ah là là, l'information très importante là, avec l'abandon. L'abandon pour Joao Almeida, qui ne peut plus, pas suffisamment remis de sa chute d'il y a 2 jours, en souffrance sur le plat. Et c'est vrai que s'il est en souffrance sur le plat, comment pourrait-il aider Pogačar en montagne? Impossible. C'est un gros coup dur quand même pour Tadej Pogačar. C'est un gros coup dur bien sûr pour Almeida qui visait le podium. Ça relance un petit peu le tour malgré tout. En vue du suspense, c'est une bonne nouvelle entre guillemets évidemment parce que c'est jamais bien de voir un coureur quitter le tour sur blessure. D'autant que Almeida c'est un coureur très intéressant dans sa manière d'être lâché puis de revenir ensuite toujours dans les ascensions. Mais abandon important, très important même, celui du Portugais Joao Almeida, l'équipier numéro 1 de Tadej Pogačar qui était un gros candidat pour le podium avant sa chute. Alors que pendant ce temps, Mathieu Van Der Poel et Jonas Rickaert continuent leur incroyable numéro et le peloton qui ne gagne presque rien. 4 minutes 50 de retard pour le peloton. Désormais, on a Maximilian Scharmann, coureur de la Soudal Quick-Step, qui vient aider aussi la Lidl Trek. Un équipier seulement de Tim Merlier qui vient travailler, puisque les autres, il faut qu'ils restent aux côtés de Remco Evenepoel. Je pense qu'il y aura match vraiment jusqu'au bout pour aller chercher les 2 coureurs de l'Alpecin de Koenig. Parce qu'au final, peu d'équipes viennent aider la Lidl Trek. Parce qu'il y a peu de coureurs qui se disent qu'ils peuvent aller battre Jonathan Milan. Donc si c'est roulé comme des malades pour faire un top 10, le top 10, même si c'est Van Der Poel ou Rickaert qui gagne, ils peuvent aller le chercher sans avoir à rouler. Alors que voilà, la première bordure là, l'accélération des Soudal Quick-Step et un petit groupe qui a été distancé, avec notamment beaucoup de coureurs de la Picnic Postenel et parmi lesquels on retrouve Oscar Only. Ça c'est un coureur du classement général qui s'est fait piéger. La Picnic Postenel, c'est pas forcément l'équipe qui est la plus expérimentée dans ce genre de situation. Et là, Only s'est fait avoir, il est avec des équipiers. Et cette accélération là de la Soudal Quick-Step, cette petite bordure, a d'un seul coup réduit l'écart quand même. Hein. On est à 70 km tout pile de l'arrivée. Plus que 3 minutes et 45 secondes d'avance pour Van Der Poel et Jonas Rickaert. C'est peut-être à cause de ça qu'ils seront repris, à cause de ces tentatives de bordure. Et du coup, un rythme encore plus intense, à la fois pour les rattraper, mais aussi pour lâcher quelques coureurs à l'arrière. Et là, c'est Oscar Only qui s'est fait avoir. Et d'autres équipes qui viennent travailler. On a des coureurs de l'Israël Première Tech pour Pascal Ackermann. Je vois des coureurs aussi de la Jayco Alula pour Dylan Groenewegen. Ça y est, la Lidl Trek, ils ont trouvé plein d'alliés parce que la poursuite est incertaine. 3 minutes 30 d'avance pour Van Der Poel et Rickaert à 60 km de l'arrivée. Si c'était une classique d'un jour, c'est sûr que 3 minutes 30 à 60 km, on ne le revoyait pas, Mathieu Van Der Poel. Mais c'est le Tour de France. Il y a beaucoup de monde dans le peloton. Un peloton où est revenu le groupe d'Oscar Only. La bordure est finie. C'était juste pendant un petit instant. Mais par contre, on annonce le vent de côté dans le final, très important. Et les 30 derniers kilomètres sont
vraiment signalé comme risque de bordure. Et ça veut dire que tout le monde le sait. Ça veut dire qu'il y aura de la nervosité dans le peloton. Tout le monde essaiera d'être à l'avant. Ça augmentera aussi le risque de chute. Il faudra être très très vigilant, aussi bien pour ne pas être victime de la bordure que pour ne pas tomber à force de vouloir être à l'avant. Et l'écart qui passe sous les 2 minutes à 43 km de l'arrivée, 1 minute et 53 secondes d'avance. C'est compliqué à la fois devant, il commence un petit peu à baisser de pied, puis surtout derrière, il y a plein d'autres équipes ça y est, qui sont venues. On a même la Lidl Trek ne roule même plus. Ils ont trouvé plein d'alliés. Après la Jayco Alula et l'Israël Premier Tech, on a vu l'Uno-X revenir à l'avant, et puis aussi la Tudor d'Alberto Dainese et même l'Arkea BNB d'Arnaud Desmar sont venus passer des relais. Donc là, voilà, toutes les équipes ont compris que c'était finalement possible de rattraper Van Der Poel et s'y mettre. Et il n'y a pas encore les équipes de leaders qui ne devraient pas tarder non plus à apparaître à l'avant pour éviter les bordures quand le vent va commencer à souffler de côté là. Ça y est, ils y sont les équipes de leaders à l'avant du peloton parce que là il y a le virage sur la droite où le vent va commencer donc à souffler de côté. On a du coup Pogačar et Vingegaard dans les 10 premières places du peloton. Alors d'abord c'est un petit peu abrité par un petit bois, mais bientôt le vent va vraiment souffler. On est à 35 km de l'arrivée, 1,40, toujours d'avance pour Van Der Poel et Rickaert. Ça n'a pas manqué avec de nouveaux débordures, un groupe de coureurs un petit peu fatigués, d'équipiers lâchés avec Adam Yates, avec Pavel Sivakov, avec aussi Ben O'Connor, coureur du classement général même s'il a déjà perdu pas mal de temps, mais pas de gros leader pris dans cette cassure, dans cette bordure. Désormais c'est la Visma Lease Bike qui est en tête de ce peloton qui fait le rythme le plus soutenu. Et l'écart qui diminue très fortement, plus que 57 secondes d'avance pour Van Der Poel et Rickaert. On est à 27 km de l'arrivée. Ça ira pas au bout pour les deux coureurs de l'Alpecin de Koenig, parce que le rythme est trop élevé là. À cause du vent, on crée des bordures, on est aussi très attentif et donc le rythme est intense, infernal. Et ça condamne ces deux échappés qui sont partis dès le kilomètre 0 qui plus est. 20 km de l'arrivée et l'écart qui remonte un petit peu. Le peloton qui s'est calmé là, le vent qui n'est plus favorable à une bordure. La Visma Lease Bike a calmé le train. Alors le groupe de lâche et de bordure là, avec notamment les frères Yates ou avec O'Connor ne reviendra pas. Mais ce ralentissement permet aux hommes de tête de reprendre de l'avance. 55 secondes d'avance. On va bientôt se repasser la minute d'avance pour Van Der Poel et Rickaert qui n'abandonnent pas. La banderole des 10 km, il reste un petit peu d'espoir quand même pour Van Der Poel et Rickaert. Ils ont encore 50 secondes d'avance. Derrière, il y a beaucoup d'équipiers qui ne sont plus là pour travailler pour les sprinteurs. On a vu un petit peu la Bahrain victorieuse venir à l'avant pour Phil Boss, mais ça a duré 30 secondes. On a un coureur de la Tudor pour Dainese. On a pas mal de coureurs de la Visma en fait qui roulent, mais eux c'est juste pour placer Vingegaard, pas tant que pour revenir sur Van Der Poel. Et du coup on revoit la Lidl Trek à l'avant, ouais, ça fait longtemps qu'on les avait pas vus, et là la Lidl Trek, c'est le moment de mettre le coup de collier là, pour revenir. Et là on sacrifie tout le monde. Stuyven et Consoni qui roulent, ça c'est normalement les lanceurs de Milan, donc là on met les lanceurs à rouler. C'est un petit peu anarchique là, on panique pour revenir sur Van Der Poel et Rickaert qui n'a toujours pas lâché, qui accompagne son leader. Jonas Rickaert qui se relève, ça y est, il en peut plus. Et Mathieu Van Der Poel qui est parti dans un numéro en solitaire. Et c'est pas impossible. C'est pas impossible là. Il y a 30 secondes d'avance, 6 km de l'arrivée. Et derrière, la poursuite est compliquée, pas très bien organisée. Ça discute un peu. Et s'il y a bien un coureur qui peut le faire, c'est Van Der Poel. Là, on voit carrément l'Arkea BNB Hotel en tête du peloton venir rouler. On a l'IF aussi d'Albanese. C'est les petites équipes qui viennent travailler pour tenter de revenir sur Mathieu Van Der Poel qui pourrait faire un énorme coup, remporter une étape où on ne l'attendait pas, parti dès le kilomètre 0. Ça peut vraiment aller au bout. En plus, le final est en ville, un petit peu plus technique, il n'y aura plus le vent. Attention au phénomène là. Les 3 derniers kilomètres pour Mathieu Van Der Poel, l'écart qui diminue seconde par seconde. Plus que 12 secondes d'avance pour Van Der Poel. Une nouvelle équipe à l'avant qu'on n'avait pas vu travailler encore, l'Intermarché Venti, qui a couru plus intelligemment aujourd'hui. L'Intermarché Venti, d'habitude, il travaillait durant toute l'étape. Là, ils ont attendu le dernier moment pour ramener Binyam Girmay. Là, c'est un coureur de la Cofidis qui roule aussi, qu'on a très peu vu. Et c'est la Cofidis qui roule. La Groupama FDJ aussi. Voilà, toutes les équipes s'y seront mis un petit peu. À la fois, il faut rouler pour revenir, mais il faut aussi placer son sprinter là, parce qu'on est dans les moments décisifs. Milan est tout seul. Il n'a plus un équipier. Il est encore là. Merlier est aussi tout seul. La Groupama FDJ avec 3 coureurs qui semble la mieux représentée. Plus que 7 secondes pour Mathieu Van Der Poel aux 2 km. L'Intermarché Venti qui reprend la tête du peloton. Et en plus, c'est une longue ligne droite, le final. Ah, c'est beau ce qu'il fait. C'est vraiment beau ce qu'il fait. Ça risque d'être juste malgré tout, mais c'est formidable.
c'est formidable. Il nous a réveillé cette étape qui s'annonçait encore une fois un petit peu laborieuse. Et ben là, il a fait un énorme travail. Et derrière, c'est très désorganisé dans le peloton. Des initiatives là pour un coureur de l'IF qui mène. Et c'est vraiment la Groupama la mieux placée avec 3 coureurs là aux 3 premières places du peloton. Et derrière, tous les coureurs sont tout seuls. Dely tout seul, Merlier tout seul. Ah non, il a un équipier, Merlier. Les coureurs de la Picnic Postenel qui sont là avec Bittner et Lund Andersen. Il y a coureur de l'IF qui est toujours un petit peu sorti du peloton et qui revient sur Mathieu Van Der Poel. Albanese qui est sorti tenter de faire le coup du kilomètre. Mais c'est pas pris, il est repris. Mathieu Van Der Poel. Et du coup, c'est Paul Penhoët qui est bien lancé. Pavel Bittner aussi, Pascal Ackermann aussi. Merlier qui va être lancé à droite. Milan dans la roue de Merlier. Ça joue des coudes. Ça sera bien le sprint. Attendu, c'est parti pour Ackermann. Danny Van Poppel aussi. Milan bien placé. Merlier un petit peu bloqué, ça y est, qui peut lancer à son tour. C'est parti avec Jonathan Milan. Pour l'instant, en tête. Merlier qui tente de remonter le duel. Milan-Merlier. Et attention avec le coureur de la Lotto aussi qui revient, mais c'est Merlier. Tim Merlier qui s'impose d'un souffle là devant Jonathan Milan et Arnaud Dely qui revenait très bien, qui vient faire 3e. Arnaud Dely qui était pas loin de faire l'exploit. Lâché dans le final hier, Tim Merlier. Et là, il prend sa revanche et il vient doubler la mise. 2e victoire d'étape pour Tim Merlier. Encore une fois, comme il y a quelques jours, d'un souffle devant Jonathan Milan. Et aujourd'hui, il y a un coureur qui a pu lutter avec les 2 monstres, c'est Arnaud Dely, qui vient faire 3e pour pas grand-chose. On va attendre le ralenti. Allez, on le revoit ce sprint avec Danny Van Poppel qui lance de bien trop loin. Milan qui lance un petit peu à l'avant. Et Merlier qui le remonte petit à petit. Arnaud Dely qui remonte magnifiquement. Et c'est Pavel Bittner qui vient faire 4e devant Paul Penhoët. Encore bien placé. Aujourd'hui, il a pu faire son sprint, Paul Penhoët. Une belle 5e place, un top 5. Mais aucun outsider n'a pu battre un des 2 favoris. Hier, c'était Milan. Aujourd'hui, c'est Merlier. Et puis quand même, le chapeau pour l'incroyable travail de l'Alpecin de Koenig, de Jonas Rickart et de Mathieu Van Der Poel, finalement repris à 700 mètres de la ligne. Il a commencé sa carrière sur le tard, Tim Merlier. Il avait seulement 27 ans quand il est devenu un vrai professionnel. Et malgré tout, il compte déjà 62 victoires en carrière. C'est quand même fort. Sa 3e sur le Tour de France et sa 2e cette année après sa victoire lors de la 3e étape à Dunkerque. Et il devance le même coureur qu'à Dunkerque, Jonathan Milan, qui vient faire 2e. La 3e place, belle 3e place pour Arnaud Dely, qui va de mieux en mieux sur ce Tour de France. Attention à lui pour une victoire d'étape, ce serait mérité pour le Belge. Pour les Belges, déjà 4 victoires d'étape pour la Belgique sur ce Tour de France. Et évidemment, aucune pour les Français. Ça fait un peu mal. Pavel Bittner, belle 4e place encore pour Bittner, qui fait lui aussi un bon Tour de France, tout comme Paul Penhoët, 5e. William Girmay prend la 6e place devant Phil Bauhaus. Jordi Meus, Stein Fredheim pour l'Uno-X Mobility fait 9e. Et Caden Groves pour l'Alpecin de Koenig qui vient faire le top 10. Arnaud démarre seulement 13e. Et puis Dylan Groenewegen, toujours très décevant, seulement 15e. Il n'y arrive pas, Groenewegen, lui qui a pourtant déjà gagné des étapes sur le Tour de France. Un peloton de 63 coureurs qui est arrivé ensemble au final. Il y a eu des petites cassures sur la fin, mais aucun favori n'a perdu le moindre temps. Il faut aller voir dans le dernier groupe pour voir des coureurs qui ont perdu du temps, des coureurs comme Ben O'Connor, Adam Yates, Simon Yates, ou aussi Steph Kras, quand même, le leader de la Total Energy, qui perdent 7 minutes sur tout le monde. Le dernier du jour, c'est Tim Wellens, qui était dans ce groupe et qui termine 175e, le coureur de la Team Emirates. Et puis l'abandon du jour, il n'y en a qu'un, mais il est primordial, il est importantissime. C'est Joao Almeida, le Portugais de la Team Emirates, qui abandonne les routes du Tour et qui laisse Tadej Pogačar sans son principal équipier. Pogačar, lui, reste évidemment leader. Pas de changement au classement général. Il devance Evenepoel et Vauquelin, qui est toujours 3e, classement par points. Milan, toujours leader. Il a pris un petit peu de champ sur Tadej Pogačar et William Girmay. Il en aura bien besoin. Au vu du profil des prochaines étapes, le prochain sprint attendu, c'est pour dans 10 jours. Donc d'ici là, Milan va falloir qu'il s'accroche. Pas de changement au classement de la montagne, puisqu'il n'y avait pas de points à prendre. Tim Wellens devant Pogačar et Ben Illy. Et puis Remco Evenepoel, meilleur jeune, devant Kevin Vauquelin et Oscar Onley. Demain, c'est le lundi, c'est le jour de repos. Eh bien non, parce que le lundi, aujourd'hui, c'est un 14 juillet. Et du coup, vous n'allez quand même pas faire un jour de repos le 14 juillet. Les organisateurs un petit peu franchouillards du Tour de France ont fait une course très dure. C'est la première vraie course, c'est de la moyenne montagne, limite haute montagne, avec 8 ascensions, dont 7 cols de 2e catégorie et 1 de 3e catégorie. Donc voilà, ça va faire que monter, descendre, ça va être très dur. C'est une journée parfaite pour Baroudeur aussi. Là, à mon avis, il y a énormément de monde qui vont vouloir prendre l'échappée. C'est un peu le profil d'une échappée de 20-30 coureurs qui s'envolent et qui se disputent la victoire.
Et puis derrière, la lutte bien sûr pour le classement général qui pourrait aussi s'animer parce qu'il y a vraiment des difficultés. Le final étant monté, les 3 derniers kilomètres sont à près de 8% de moyenne. Ça va donc être intense, un feu d'artifice pour ce 14 juillet où on espère une victoire française, mais ça reste la grosse cote évidemment. En tout cas, ça devrait être intense dès le début jusqu'à la fin. Une belle étape à suivre demain sur le Tour de France. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.